Bon matin été Sud Radio 7h10, Benjamin Glaise, Laurie Leclerc. Sud Radio 8h12, l'invité ce matin, Daniel Simonet, député de la France Insoumise NUPES de la 15e circonscription de Paris. Bonjour Daniel Simonet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. La fin du suspense avec l'annonce, a priori, aujourd'hui, du remaniement gouvernemental. La prise de parole à venir aussi d'Emmanuel Macron ou encore la reconstruction après les émeutes. On va évoquer l'ensemble de ces sujets, mais d'abord l'affaire donc des Uber Files. Vous avez rendu les conclusions de la commission d'enquête dont vous avez été la rapporteure. Dedans, vous dénoncez l'existence d'un deal caché entre Emmanuel Macron et la plateforme Uber. Le président était encore ministre de l'économie à l'époque. Considérez-vous aujourd'hui avoir réussi à démontrer l'existence véritable de ce deal? Oui, alors ça a été un travail extrêmement intense. Ça a été 6 mois de travail avec plus de 88 heures d'audition. On a auditionné 120 personnes. On a épluché énormément de notes aussi d'Uber et des différents ministères. Et en fait, on a travaillé sur 2 aspects. Premièrement, la question des Uber Files. Alors c'est quoi? C'est de la période de 2014 à 2017. Vous avez un ancien lobbyiste d'Uber, Marc Magan, qui a joué le rôle de lanceur d'alerte et qui a transmis il y a 1 an exactement à un consortium de journalistes dont vos confrères du Monde et de Radio France énormément de documents avec plein d'échanges SMS. Alors on a tout mis dans le rapport ces éléments-là et qui montrent bien que alors que la plateforme était dans l'illégalité totale, c'est-à-dire qu'elle était vraiment en infraction à la fois des réglementations sur le transport de personnes à titre onéreux, mais aussi du code du travail, des impôts, qu'elle avait compris des méthodes, elle assumait, d'ériger l'illégalité en mode de fonctionnement. Il y a un schéma comme ça qu'on a reproduit dans le rapport interne de la pyramide of shit. La pyramide of shit. La pyramide of shit où ils montrent toutes les infractions et donc toutes les poursuites dont ils vont faire l'objet, mais c'est pas grave. Ils en rigolent, ils assument et malgré tout, ils sont en contact direct, les dirigeants d'Uber, avec le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron. Vous dites en toute illégalité, sauf que les autorités de contrôle qui existent, qui sont là justement pour veiller à cela, elles ont subi des pressions? Alors, en fait, il y a plusieurs choses. D'abord, on a une stratégie d'une plateforme qui impose l'état de fait à l'état de droit. Et comme vous avez un discours très bienveillant en soutien du ministre de l'économie de l'époque, on sent un trouble dans les administrations de contrôle et que les choses ne se font pas réellement. Le contrôle n'est pas appliqué. Et puis vous avez un ministre qui donc organise un deal. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie conjointe coélaborée entre les dirigeants d'Uber et Emmanuel Macron, dont on peut attester la véracité à travers l'ensemble des échanges de SMS, soit entre Travis Kalanick, le PDG d'Uber, et Emmanuel Macron, soit entre les dirigeants d'Uber qui racontent les entrevues avec aussi les membres du cabinet d'Emmanuel Macron de l'époque, notamment Monsieur Lacresse, qu'on ne pourra pas auditionner parce que le président de la commission d'enquête macroniste a protégé les siens. Et malgré tout, on voit. Et ce deal, c'est quoi? Vous avez une plateforme qui est totalement illégale, Uber Pop, et qui a d'ailleurs subi une décision de justice. Mais comme Uber fait appel, il continue cette application, il l'utilise comme un chiffon rouge, comme une monnaie d'échange, et ils obtiennent dans ce deal un rabaissement complètement des exigences de formation, et on passe de 250 heures à seulement 7 heures pour devenir chauffeur VTC, ce qui va permettre en fait à Uber de pouvoir recruter énormément de VTC en un temps record, sachant que la stratégie des plateformes, vous savez, elles sont déficitaires. C'est d'inonder le marché pour essayer de capter un monopole en faisant un dumping social de fou, c'est-à-dire en proposant des services à perte, ce qui est normalement illégal. D'une certaine manière, c'est un deal quand même gagnant-gagnant, parce qu'au final, il y a eu la suppression du Uberpop. Alors, au final, il y a la suppression du Uberpop, mais la plateforme, du coup, va réussir à imposer la banalisation, et comme si c'était légal, les autres activités qu'elle faisait. Or, l'activité même d'Uber, aujourd'hui encore, est illégale au regard des lois Thévenoud, au regard de la loi Grand-Guillaume sur le transport de personnes, mais y compris au regard du Code du travail. Et là où c'est intéressant dans le rapport, c'est qu'on va travailler pas simplement sur cette période-là, 2014-2017, mais vous dites qu'il y a des contacts après aussi. À aujourd'hui. Et alors là, c'est très intéressant parce que on a une note du ministère du Travail en 2019 qui montre que l'ubérisation s'est développée dans tous les secteurs. Alors on découvre, c'est-à-dire que c'est pas simplement les livreurs et les chauffeurs, mais c'est aussi, par exemple, est-ce que vous saviez qu'il y avait de l'ubérisation dans l'action dans des auto-écoles sur Internet, où ils prétendent avoir des agréments préfectoraux, ils les ont pas. Dans le service funéraire, dans le service maritime et de l'aviation, dans la restauration, dans plein de domaines. La note montre l'étendue de l'ubérisation et toutes les infractions à la loi. Alors on se dit super.
s'il y a cette note-là, ça veut dire que les notes d'après, ça va être des notes pour dire comment est-ce qu'on va faire respecter l'état de droit. Et en fait, les notes postérieures du ministère du Travail, des Transports ou de l'Économie ont une seule obsession: comment, entre guillemets, protéger les plateformes du risque de requalification aux salariés. C'est-à-dire non pas faire appliquer le droit, la loi, mais comment protéger les plateformes du droit et Mais de la loi. l'inspection du travail n'a pas besoin de recevoir des ordres finalement de la hiérarchie pour aller voir si justement la plateforme est Mais légale elle ou aurait illégale. besoin de moyens et d'impulsion. Parce qu'en fait, quand vous êtes inspecteur du travail, et je salue les inspecteurs du travail, et c'est grâce aux inspecteurs du travail, à leur initiative propre, et pas à leur direction. Si par exemple il y a eu toute une procédure vis-à-vis de Deliveroo, mais sinon à chaque fois c'est les chauffeurs ou les livreurs qui font leur démarche, qui peuvent être épaulés par les inspecteurs du travail, mais un inspecteur du travail, il est sur une petite zone géographique. Uber, Deliveroo ou toutes les autres plateformes, c'est la France entière. Donc il faudrait des moyens en termes d'effectifs, Mais en comme termes beaucoup d'autres de entreprises. dispositifs. Et on se rend compte qu'il y a un manquement de l'État à faire appliquer l'état de droit. Et qu'il n'y a aucune impulsion. Prenez plus sur la question fiscale. Uber et plein d'autres plateformes sont des professionnels de l'évasion fiscale. De l'évasion fiscale, il n'y a aucune impulsion faite. Vous avez des preuves par le de ça? ministère. Vous avancez J'ai des une note. J'ai par exemple dans le rapport, et j'ai mis un extrait, une note qui nous a été transmise par la DGFiP, donc la Direction Générale des Finances Publiques, qui reconnaît qu'il n'y a eu aucune consigne des cabinets ministériels pour cibler plus particulièrement Uber sur les problématiques d'optimisation fiscale et d'évasion fiscale. Benjamin Haddad, le président Renaissance de la commission d'enquête, a sévèrement critiqué votre rapport. Il parle de complotisme. Qu'est-ce que vous lui répondez? C'est vraiment moche parce que franchement, d'avoir ça comme unique réponse, c'est considérer finalement que dans le complot, il y aurait quand même, pas simplement Simonet, mais la majorité de la commission d'enquête qui a adopté le rapport, les journalistes du Monde, les journalistes de Radio France, de The Guardian, et le lanceur d'alerte, Marc Magan. Donc ça devient finalement, je dirais, complotiste de la part des macronistes de croire qu'il y a un complot contre Macron, alors qu'il y a tout simplement des faits, qu'ils répondent aux faits qui sont révélés par la commission d'enquête. L'actualité du jour, Daniel Simonet, c'est l'annonce aussi du remaniement qui devrait intervenir ce jeudi à la fin d'un suspense, d'un faux suspense selon vous. De toute façon, vous savez, c'est pas un problème de casting, c'est un problème de politique. Il n'y a que Emmanuel Macron qui a toujours confiance en Madame Borne et qui est d'accord sur sa politique. Et de toute façon, on a aussi le sentiment que Macron nous a habitués depuis le début à être le super président monarque de la Ve République qui endosse tous les portefeuilles. Il est à la fois Premier ministre, ministre de tout, ministre de l'école, ministre de l'Intérieur. Enfin, je veux dire, il répond à la place de tous les ministres. Donc, alors, à quoi bon procéder à un remaniement dans ces cas-là? Casting, ce sera exactement la même politique. Et vous savez, même sa prochaine allocution, comment réagissent les gens? Ils savent très bien qu'il n'y a rien à en attendre, mais qu'ils seront quand même déçus. On vient quand même d'une année très dure, où l'écrasante majorité du peuple était contre leur contre-réforme des retraites. Et ils n'ont rien voulu entendre. Ça a été une dérive autoritaire de 49.3 en 49.3 avec tous les autres articles possibles de la Constitution. On est là sur des records de chaleur, une crise climatique. Ils ont accumulé les articles, mais c'était légal en l'occurrence. Mais vous savez, piétiner la démocratie peut être légal au regard de la Constitution, mais devrait au contraire interroger, se dire il est peut-être temps de changer de Constitution, de passer à la 6e, pour que enfin la souveraineté du peuple soit plus respectée, au lieu de abuser de tous les leviers antidémocratiques de la Ve République. C'est ça le problème. Nous, on souhaite passer à une 6e République. Le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, serait sur la sellette en l'occurrence sur ce remaniement. Ce serait une déception pour vous? Non, parce que je pense qu'on a un gros désaccord avec l'ensemble de sa politique, même si je salue ses prises de position contre l'empire bourdoré, et il y aurait urgence à avoir un vrai débat sur la séparation des médias et des puissances économiques et financières de ce pays. C'était son rôle en tant que ministre de l'Éducation nationale. Pour la démocratie. Ouais. C'est le rôle de tout démocrate de dénoncer cela. C'est le rôle de toute personne attachée à la liberté de la presse et à l'indépendance de la presse par rapport aux puissances économiques. Et c'était un acquis, enfin c'était un élément du programme du Conseil national de la résistance au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais franchement, il faut une rupture des orientations politiques libérales, antisociales, anti-écologiques et antidémocratiques. C'est ça ce qu'attendent les gens. Pas d'un casting qui changera
pas grand-chose sur le fond. Les reconstructions à la suite des émeutes après le Sénat, le projet de loi d'urgence arrive aujourd'hui à l'Assemblée. Est-ce que vous avez prévu de le voter, ce texte? Alors nous sommes bien évidemment en faveur des reconstructions et nous pensons extrêmement important évidemment que l'ensemble des équipements publics, qu'il s'agisse des mairies, des commissariats, des écoles, qu'il s'agisse des commerces, des locaux associatifs ou des biens des particuliers, tout doit être reconstruit. Le problème c'est que... Donc vous allez voter ce texte en tout cas? En fait non, je vais expliquer. Dans ce texte d'abord, il n'y a pas 1 euro mis sur la table. Donc quand même, on dénonce le fait qu'il n'y a pas de moyens financiers, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a quand même un effet de com'. Deuxièmement, ils accentuent la possibilité de déroger aux règles de l'urbanisme. Et donc on a très peur, sur une longue période, plus de 18 mois, que finalement ce soit un prétexte pour faire des appels d'offres sans publicité. Et là, attention, prévu, du coup, vous avez une inquiétude là-dessus. Attention, problème de corruption, voilà, c'est pas comme ça qu'on reconstruit. Et surtout, on dit la reconstruction, il y a les biens matériels et puis il y a aussi l'immatériel. On va y revenir là-dessus, mais juste pour être clair, ça veut dire que le texte, vous n'allez pas le voter. Écoutez, vous allez voter contre. On a des amendements, donc on va continuer le débat, on va défendre nos amendements, on va voir l'arrivée. Mais... attention, je veux dire, à chaque fois, on dirait que pour les macronistes, tout est prétexte à casser les réglementations. S'il y a des règles, s'il y a des normes, c'est pour une bonne chose. Parce qu'on ne veut pas de corruption, parce qu'on veut respecter des exigences d'urbanisme, environnemental ou de qualité. Enfin, c'est pas pour rien. Donc, tout d'un coup, se dire que pour accélérer la construction, il faut absolument déroger à tout cela... moi, je pense que les collectivités aujourd'hui elles sont prises à la gorge financièrement, donc qu'ils mettent l'argent sur la table. Vous avez dit besoin d'une réflexion sur les causes, en l'occurrence, qui est nécessaire. Exactement. Pensons à la question de l'immatériel. N'oublions pas quel a été le point de départ de la grande colère qui s'est déchaînée. Ça a été la mort de Naël, abattue par un policier. De Naël. L'obsession du gouvernement, c'est d'effacer la mort de Naël. Nous avons un jeune, un mineur, qui a été tué par un policier. Donc on assiste à un homicide volontaire. C'est gravissime. Quelles sont les causes ? D'accord, sauf que c'est pas la raison de l'ensemble des émeutes qu'on a vu ensuite. Vous pensez que ça n'est pas le déclenchement ? Le déclenchement, vous pensez que ça n'a pas été le déclenchement peut-être, mais est-ce que ça explique par exemple ce qu'on a vu, notamment dans les magasins qui ont été pillés, tout ça ? Je pense que ça explique le déclenchement de la colère. Après, il peut y avoir plein d'éléments complexes qui se mettent en place. On sait aussi que la pression de l'inflation, on sait aussi qu'il peut y avoir aussi des gens qui s'immiscent dans ces colères. Mais le point de départ, c'est la mort de Naël, et le gouvernement n'a eu ni un mot, ni une mesure pour s'y attaquer. Il faut comprendre comment est-ce qu'un policier a pu se sentir autorisé, permis de tuer en toute impunité. Parce qu'il y a la loi de 2017 de Cazeneuve, avec cet article qui dit, dans le cadre d'un refus d'obtempérer, le policier peut tirer. Vous savez, on a eu plus de 13 morts en France en 2022, et en Allemagne, en 10 ans, pour refus d'obtempérer, un seul mort. Donc on voit bien que d'abord, il y a un cadre législatif qu'il faut changer, il y a une formation de fond en comble de nos agents de police qu'il faut faire. Et moi, je souhaite qu'il y ait une grande réforme, et nous défendons une grande réforme de la police pour qu'elle redevienne la police républicaine des gardiens de la paix. Pas des forces de l'ordre. Parce qu'elle n'est pas républicaine aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit que le pouvoir l'utilise en force de l'ordre pour réprimer toutes les manifestations, les mobilisations. On sait que depuis des décennies, il y a un problème de violence policière dans les quartiers populaires que le gouvernement ne veut pas avoir. Nombre de rapports et d'études montrent qu'il y a un problème de racisme systémique dans la police sans qu'il n'y ait aucune politique pour y répondre. Nous sommes attachés à l'idée d'une police républicaine. C'est dur pour des policiers d'entendre que la police est raciste. Mais c'est dur pour des policiers. Je vais vous dire, c'est dur pour des policiers qui sont racisés d'être victimes aussi du racisme de leurs confrères. J'en ai déjà rencontré. Donc, quand on dit qu'il y a un problème systémique de racisme dans la police, ça ne veut pas dire que tous les policiers sont racistes. Ça veut dire que quand on donne comme consigne le contrôle aux faciès, quand depuis Nicolas Sarkozy, vous avez une politique du chiffre qui fait qu'un commissariat va être mieux noté s'il a contrôlé beaucoup de jeunes en possession d'un peu de shit, ou un commissariat qui aurait fait beaucoup d'arrestations de personnes en situation administrative irrégulière, ils sont mieux notés que s'ils ont mené des enquêtes pour élucider, à un moment donné, la source d'un trafic ou un
gangs qui organisent des cambriolages. On veut une police républicaine, des gardiens de la paix, garante de notre sécurité et de notre sûreté. Et on avance rapidement. Deux dernières questions. La loi anti-squat, d'abord. Vous contestez son adoption devant le Conseil constitutionnel. Les sages doivent statuer sur la validité du texte d'ici la fin du mois. Vous pensez avoir une chance d'obtenir gain de cause ici? Alors écoutez, c'est difficile de savoir ce que le Conseil constitutionnel dira, mais c'est un sujet qui me tient à cœur. Nous sommes allés déposer notre recours en annulation au Conseil constitutionnel ce mardi. La crise du logement est terrible. Vous savez, il y a plus de 4,1 millions de mal logés. Et il faut savoir qu'avec l'inflation, avec l'explosion, on en parlera peut-être tout à l'heure, l'explosion des charges énergie et l'explosion des loyers, vous avez eu une explosion des expulsions locatives. Et cette loi, en fait, elle va considérer que des locataires qui sont en situation d'impayé de loyer, pour tout un tas de raisons, et je pense que ceux qui nous écoutent comprennent à quel point en ce moment, pour certains, c'est dur. Eh bien, s'ils souhaitent rester dans leur logement, parce que vous êtes avec vos enfants, et que vous n'avez pas envie de vous retrouver sous un pont à la rue, eh bien, vous allez être criminalisé. On réduit les délais pour faciliter votre expulsion, votre criminalisation et les peines d'amende et de prison que vous pouvez encourir. Donc on demande au Conseil constitutionnel d'analyser cela parce que c'est, selon nous, contraire au principe finalement à valeur constitutionnelle qui est le droit à la dignité humaine, le droit au respect de la vie privée, le droit au logement. Pour terminer, Jean-Luc Mélenchon qui vante l'action révolutionnaire et subversive après avoir rattaché le CRIF à l'extrême droite. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aujourd'hui, Mélenchon, au sein de la France insoumise? Est-ce qu'il ne vous crée pas plus de problèmes que Non, pas du tout. La question n'est pas de rattacher le CRIF à l'extrême droite. La question, elle est de dire, attention, ne faites pas le trait égal, ne sombrez pas là-dedans à dire finalement la NUPES ou la France insoumise égale l'extrême droite, parce que ce faisant, vous contribuez à la banalisation de l'extrême droite. Attaquez-nous sur le fond de nos idées, ce que nous défendons. Mais par contre, je le dis, la situation de la progression de l'extrême droite dans ce pays est un problème extrêmement grave et un danger pour notre démocratie. Il faut que le CRIF accepte de discuter avec nous pour voir quelle stratégie on mène de lutte vous contre proposez l'extrême effectivement droite. de discuter avec le CRIF. Et bien sûr, il faut lutter contre l'extrême droite, il faut lutter contre toutes les formes de racisme et d'antisémitisme. Et attention que pour des intérêts politiciens, certains, et on voit bien, ça a été tout le rôle de la Macronie, de Yael Braun-Pivet, de finalement contribuer à nous diaboliser, nous, pour mieux dédiaboliser l'extrême droite. Attention, vous savez, la République, elle est indissociable de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et vous demandez donc l'apaisement avec le CRIF et pourquoi ne pas nous trompons justement pas de cible. Discuter avec eux. Daniel Simonet. Et sur la révolution, je suis attaché et nous sommes attachés à une stratégie révolution citoyenne. Ça veut dire quoi? On passe par les urnes. Par les urnes, il faut pouvoir changer le modèle. Et l'enjeu écologique qui est devant nous exige une rupture avec le système productiviste qui aggrave et accélère et est la cause de cette crise écologique. Et l'implication citoyenne est d'autant plus nécessaire et c'est ce qui fera avancer l'enjeu écologique. Daniel Simonet, député LFI NUPES de Paris. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très bonne journée à vous. Dans un instant... Dans un instant, le Grand Matin Sud Radio est de retour.